Bien, nous démarrons, à ce que je comprends. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je me présente 2 minutes et Gameloft aussi avant d'entamer cette présentation autour de la gamification. Donc, je suis Cyril Guillemino, je m'occupe de Gameloft pour la France et le Benelux sur les aspects business, marketing depuis 13 ans maintenant. Et Gameloft, bon, vous avez sans doute entendu parler de cette société. C'est une société française qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a démarré son activité en développant des jeux sur le téléphone mobile, puis les smartphones et d'autres plateformes. Et depuis 4 ans, nous sommes le bras armé du groupe Vivendi pour ce qui concerne le gaming. Alors, une petite vidéo pour démarrer. Alors, je pense que c'est quelque chose, probablement vous vous en souvenez, vous faisiez partie des plus de 300 millions de téléspectateurs qui ont vu ce match France-Argentine, et vous avez remarqué ce que fait Antoine Griezmann à la fin, après son but. Il fait une danse, et c'est pas n'importe quelle danse, c'est la danse des personnages de Fortnite. Fortnite qui est un des jeux aujourd'hui, des jeux vidéo les plus joués au monde. Alors ça prouve quoi? Ça prouve qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est mass market, qui est rentré dans la pop culture, et tout le monde peut se reconnaître, enfin beaucoup de gens du moins, peuvent se reconnaître dans ce type d'attitude et dans ce type de comportement, parce que voilà, ça fait partie de la culture de tous les jours. Alors, jouer, c'est avant tout un comportement universel. Alors quand on dit ça, on enfonce un petit peu une porte ouverte, mais c'est bien de le rappeler. Pourquoi? Parce que tout le monde joue. Pas forcément aux jeux vidéo, mais tout le monde joue. Jouer, c'est la première chose que va faire un bébé après sa naissance. Il va chercher à jouer. Même les animaux jouent. Tous les gens jouent, soit quand on est plus jeune, on joue avec ses jouets, on joue avec ses parents, ses grands-parents, les grands-parents jouent avec les enfants, les petits-enfants. On peut jouer à des jeux de société, on peut jouer à des jeux de cartes, on peut jouer à des jeux de paris en ligne, on peut jouer bien sûr à des jeux vidéo. Donc là, ce qu'on souligne, c'est quoi? C'est que jouer, c'est un comportement universel et qui touche quasiment, je dirais, toutes les personnes. Pourquoi? Parce que ça apporte du plaisir et ça apporte de la récompense. Alors après, comment ça se traduit, ce comportement universel? Il y aura des chiffres quelque part qui sous-tendent le fait que c'est massif et mass market. Alors bien sûr, la conséquence, c'est que le jeu vidéo qui s'est démocratisé depuis ces 10-15 dernières années, notamment avec l'émergence du jeu sur les téléphones mobiles, le jeu vidéo, c'est devenu la première industrie culturelle dans le monde. Aujourd'hui, c'est un marché qui tourne autour de 150 milliards de dollars. Et quand on le compare à d'autres industries, vous voyez, on est très largement devant l'industrie du livre, devant l'industrie du cinéma, devant la musique live ou enregistrée, et bien sûr devant la vidéo. Donc c'est un marché qui est absolument énorme. C'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs, hein, bien sûr. Il y a ceux qui produisent le software, les logiciels, les jeux, bien évidemment. Il y a ceux qui produisent le hardware, les consoles, les PC, les accessoires. Donc tout ça. Et puis, depuis qu'on a des téléphones mobiles, on va dire performants, depuis l'arrivée des App Store en 2008-2009, avec des téléphones mobiles et tablettes qui n'ont pas cessé d'évoluer et de tendre vers une technologie très très performante, sur lesquelles on est capable de délivrer une bonne expérience de gaming. Le jeu vidéo mobile a démocratisé aujourd'hui la pratique du jeu vidéo dans le monde, puisqu'aujourd'hui, je dirais sur ces 150 milliards, un petit peu moins de la moitié, c'est du jeu mobile. Hein. Donc c'est vraiment l'un des traits significatifs de ces dernières années sur ce marché du jeu. Alors, un petit point de référence, la France là-dedans, c'est autour de 5 milliards d'euros, hein. Voilà, par rapport aux 150 milliards. Donc on voit les ordres de grandeur. Mais il n'en demeure pas moins que c'est en France une industrie qui est leader sur la partie des biens culturels. Quelques données d'actualité. On a vu que le jeu vidéo, c'était mass market, que c'était la première industrie culturelle. Un petit focus sur ce qui s'est passé ces derniers mois, où on a constaté, comme d'autres industries du divertissement digital, qu'aujourd'hui, les joueurs de jeux vidéo, pendant la crise du Covid, ont énormément surjoué, plus 55%. C'était leur principale activité. Et si on prend la population générale, on a constaté aussi une habitude de jeu supérieure de 18% pendant les périodes de confinement et de lockdown. On constate ces chiffres pour la France, on constate ces chiffres dans beaucoup d'autres pays, et c'est ce que nous constatons, nous aussi, Gameloft, en tant qu'acteur du marché, où on a vu
je dirais pas du jour au lendemain, mais dans très très peu de temps, en une semaine, en 10 jours, on a vu la consommation de jeux se développer très rapidement, que ce soit des téléchargements, des nouveaux téléchargements, des nouveaux joueurs qui arrivaient, ou des joueurs existants qui passaient plus de temps dans les jeux, qui dépensaient plus. Donc ça, c'est simple, hein, c'est en l'absence de, en termes en pénurie de loisirs concrets, comme je sais pas, du cinéma, des concerts, etc. Bon, on se rabat sur le divertissement digital et le jeu était bien sûr en première ligne pour pouvoir en profiter. Ce qu'on voit aussi, c'est que ceux qui jouaient déjà vont jouer plus et on a eu plus de nouveaux joueurs. Donc ça veut dire que voilà, c'est un marché qui est très très actif et qui reste très attirant. Mais qui sont ces joueurs? Alors qui sont ces joueurs? Là aussi, ça permet je dirais, de rebattre certaines cartes et de faire fi de certains stéréotypes, de certaines idées préconçues. Je disais que c'était mass market, le jeu vidéo, ça se traduit dans les chiffres. Les gens qui jouent régulièrement en France, c'est 49%. Alors jouer régulièrement, c'est ceux qui jouent une fois tous les jours et une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Si on monte à quelques fois par mois, on est plutôt sur du 60-65%. L'âge moyen du joueur en France, c'est 40 ans. Donc on n'est pas du tout sur le profil de l'ado boutonneux mangeur de pizza. Non, non, c'est un âge moyen qui est très élevé. Pourquoi? Parce que les générations de joueurs antérieures ont vieilli, se sont adaptés au marché, ne jouent peut-être plus forcément des heures sur un PC, mais vont jouer sur leur téléphone mobile. Donc cette population antérieure de joueurs vieillit, puis il y a de nouveaux joueurs qui arrivent très régulièrement. La perception du jeu vidéo est très positive, 62% pour les personnes qui jouent. Et c'est un profil de population qui est relativement équilibré entre les hommes et les femmes. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le profil geek masculin. C'est vraiment un profil qui est assez grand public. L'an dernier, on était à presque 2,5 milliards de joueurs dans le monde. Je pense que cette année, on va être plutôt autour des 3 milliards. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement massif. Alors ce qui est intéressant, c'est que le joueur, quelle est sa qualité en termes d'influence, en termes de prescription? Alors ça, c'est une étude qu'on a réalisée avec nos cousins de chez Vivendi Brand Marketing. Il ressort que le joueur de jeux vidéo, à 56%, fait confiance aux marques, ce qui est plus 9 points supérieur à un non-joueur. C'est intéressant quand on veut s'adresser à cette cible-là pour promouvoir un produit, une licence. C'est aussi un prescripteur supérieur à la moyenne, de 9 points. Donc 57% se considèrent comme étant une source de conseils fiables pour pouvoir influencer leurs amis, leur famille. Donc là aussi, le joueur a un pouvoir de prescription supérieur à un non-joueur. Alors les joueurs, c'est bien, il faut leur parler aussi. Alors faut leur parler, il faut aussi répondre à leurs attentes. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent essentiellement que les marques, les licences fournissent du contenu expérientiel, du contenu qui apporte des solutions concrètes, du divertissement, qui propose des histoires, des aventures et qui propose de l'événementiel. Donc ça, c'est ce que le joueur attend. Donc ça fait partie des thématiques qui peuvent être développées pour pouvoir s'adresser à cette cible-là. Alors si on rentre dans le cœur du sujet, qu'est-ce que c'est la gamification? Une fois qu'on a posé un petit peu les bases du profil de joueur, du marché, alors la gamification, c'est tout simplement le fait de prendre une expérience non-jeu et dans cette expérience, de mettre des éléments qui viennent du monde du jeu vidéo pour la rendre plus efficace. Alors la gamification, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un service, c'est juste un procédé, c'est un moyen, c'est un outil où on prend un produit ou un service existant et on va intégrer dedans des mécaniques de jeu qui ont fait leurs preuves. C'est du game design, c'est savoir mobiliser la participation, savoir mobiliser l'engagement, développer la loyauté. Donc en d'autres termes, c'est rendre une expérience originale plus efficace avec des procédés qui sont plus engageants et plus fun. Alors pourquoi la gamification, ça fonctionne? Ça fonctionne parce que ça repose essentiellement sur 3 piliers qu'on développe. Alors il y en a d'autres qu'on pourrait développer qui sont un peu plus secondaires, on a retenu ces 3-là. Donc c'est comment amplifier une expérience de base existante en intégrant des mécaniques incitatives que sont
définir un but. Hein. Pourquoi jouer, pourquoi s'engager dans cette expérience. Donc, il faut pouvoir définir un but. Il faut pouvoir mettre en œuvre des mécanismes de motivation qui permettent aux joueurs de rester je dirais, adhérents à cette expérience. Et puis, c'est une question de design. Le design, c'est vraiment le savoir-faire du concepteur de jeux vidéo pour pouvoir mélanger et mettre en scène tous ces éléments-là pour rendre l'expérience de gamification pertinente. Alors la gamification, comme je l'ai dit, c'est juste un procédé, c'est juste un outil et un moyen. Donc ça peut s'appliquer à une infinité de choses. Ça s'applique partout. Ça s'applique dans le domaine de la formation, ça s'applique dans le domaine de la santé, de l'écologie, de l'industrie, de la finance, du marketing, du voyage, des transports publics. Ça, la gamification, on peut en faire partout. On peut en faire partout, d'autant plus que les utilisateurs de ces services-là sont en grande partie des joueurs, ont déjà joué, donc sont déjà sensibles à ce type de mécanisme. Alors les principales promesses de la gamification, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, c'est accroître l'engagement du consommateur sur un produit, sur un service, sur une consommation de licence. C'est améliorer sa loyauté. C'est le faire venir, le faire revenir sur son produit ou son service. C'est influencer la décision d'achat. Peut-être qu'un contenu gamifié qui va être un petit peu plus sympa et un petit peu plus engageant, peut-être que ce contenu-là, ce service-là, ce produit-là, j'aurais envie de le consommer. C'est aussi collecter des données sur le consommateur. On est dans le monde digital. Les concepteurs de jeux vidéo aujourd'hui sont aussi, je dirais, des bêtes en connaissance data, en connaissance d'usage de ce que font les joueurs dans les produits. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait pertinentes, la collecte data et son exploitation dans le cadre de la gamification. Et bien sûr, augmenter le potentiel viral. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le jeu, c'est la forme de contenu la plus engageante. Alors pourquoi c'est la forme de contenu la plus engageante? Je dirais que ça vient du savoir-faire des éditeurs de jeux vidéo. Hein, depuis 30, 40 ans que le marché du jeu vidéo existe. Un développeur de jeux vidéo, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de définir des expériences engageantes, ultra adhérentes, pour pouvoir délivrer des dizaines d'heures de plaisir à un consommateur. En gros, c'est ça. Hein. Tout le savoir-faire du joueur de jeux vidéo alors s'appuie sur des technologies, s'appuie sur des savoir-faire de game design, de level design, d'animation, de son, etc. Donc tout ça, ce sont les éléments qui sont mis en scène. Mais tout ça, c'est au service de rendre une histoire, une expérience et rendre une expérience attractive. Donc ce qu'on fait pour nous, typiquement Gameloft dans nos jeux, c'est ce qu'on fait aussi pour les marques. Hein, on a tous le même but, c'est faire venir nos consommateurs et faire en sorte que les consommateurs restent sur nos produits et une bonne expérience avec nos produits. Donc c'est exactement ce qu'on fait pour nos produits et ce qu'on fait pour nos partenaires. Alors, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que pour les marques, pour les détenteurs de licences qui veulent développer leur potentiel, il faut pouvoir créer des liens significatifs avec les consommateurs pour pouvoir prospérer. Et là, typiquement aujourd'hui, ce qu'on disait, le contenu gamifié, c'est un moyen vraiment d'y parvenir. Alors, quel est le risque? Parce qu'on dit, ouais, la gamification, c'est bien, le jeu vidéo, ok, très bien, parfait. Mais souvent, le jeu vidéo, quand on en parle, c'est encore pas vraiment pris au sérieux. C'est assez curieux, parce que c'était pour baigner dans le secteur depuis un certain temps, c'est vrai qu'on avait ces objections-là il y a très longtemps. On les a encore parfois, c'est quand même assez curieux, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de métriques, il y a plein de choses qui montrent que le jeu vidéo, c'est omniprésent. Donc, quel est le risque pour les marques? Alors, on se dit souvent, les jeux vidéo, bon, c'est pas pour moi. Effectivement, on est décideur marketing, poste à responsabilité, on a un certain âge, on ne connaît pas forcément ce marché-là, mais son expérience personnelle n'est pas forcément représentative de ce qui se passe sur le marché. Et on se dit, voilà, les jeux vidéo, c'est pas pour moi, je n'y crois pas, c'est pas sérieux. Alors là, je vais vous passer une petite vidéo, on va pas forcément tout passer puisqu'il reste 5 minutes. Alors c'est pas sérieux, pourtant l'association Caritative Care trouvait ça très sérieux de pouvoir monter une opération avec nous notamment dans l'un de nos jeux pour pouvoir développer son message anti-pauvreté auprès de différentes populations, de collecter des fonds pour alimenter les programmes d'aide au développement
Donc c'était on ne peut plus sérieux et on ne peut plus qualitatif. Et sur cette opération-là, de mémoire, on a récolté pas loin de 100 000 euros qui ont permis d'aider Care dans ses différents développements. Donc voilà, donc le jeu vidéo, c'est aussi se mettre au service de causes nobles de façon la plus sérieuse qui soit. Ce qu'on entend aussi, c'est dans les objections, c'est le jeu vidéo. Alors c'est pas premium, c'est pas quali. C'est vrai que quand on parle des fois des annonceurs, ils préfèrent aller puber ou développer sur des supports un peu plus classiques, un peu moins risqués, et comprenant pas le jeu vidéo. Voilà, le jeu vidéo, ça reste encore un support de geek et pas quali. Bon, c'est pas ce qu'on constate, hein, ne serait-ce que le niveau des productions aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars dans les productions PC-console à très très gros budget. Je vois sur les budgets de jeux vidéo, de développement de jeux vidéo mobile, smartphone, quand on fait un jeu assez solide, c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions d'euros, donc on est quand même sur des budgets assez intéressants qui sont proches de ce qu'on trouve dans le monde du cinéma. Donc on n'est pas on n'est plus du tout sur du jeu vidéo cheap bas de gamme, hein. Il y a des expériences jeux vidéo qui sont vraiment extrêmement quali, et c'est ce qu'a trouvé Lamborghini, qui est une marque, on va dire, assez premium, et qui a trouvé de bon ton de pouvoir s'associer à Gameloft pour présenter au dernier salon de Genève son dernier véhicule, la Tercio Millennio, qui était uniquement disponible en conduite digitale dans Asphalt 9. Asphalt 9, c'est le plus gros jeu de course de voiture sur App Store et Google Play que nous développons depuis des années. Et donc Lamborghini était très heureux de s'associer à Gameloft pour pouvoir promouvoir son nouveau modèle auprès d'une audience un petit peu différente et dans un écran hyper qualitatif. Et ça a conduit à emmener aussi des influenceurs et des joueurs de Asphalt 9 dans les locaux de Lamborghini en Italie. Ce qu'on entend aussi, troisième et dernière objection, c'est mes clients ne jouent pas. Alors, si les clients ne jouent pas, c'est qu'on doit vraiment bien s'embêter. Les clients ne jouent pas, c'est on ne peut plus faux, on l'a vu dans les chiffres précédemment. Les clients ne jouent pas, mais si, ils jouent. Et quand on leur propose de jouer pour le compte d'une marque ou d'une licence, ils le font avec grand plaisir. Là, c'est un exemple d'une opération qu'on a montée pour le compte de Fanta. C'était au Brésil, donc si vous entendez les voix, vous entendez que ça chante un petit peu. Fanta avait un nouveau produit à lancer, avait une nouvelle mascotte, c'était une bouche qui sautait un peu, qui parlait, etc. Donc on a repris ce personnage de la bouche, on a développé un jeu autour de la bouche et des produits Fanta, et en fait pour faire bouger la bouche dans le jeu, il fallait crier fort et dans le téléphone, et en fait c'est le son qui était généré qui permettait au personnage de la bouche de bouger dans le jeu. En fait ça a fait un buzz monstrueux, et ça a permis de décliner ce jeu-là et de générer du brand content sur les réseaux sociaux de façon tout à fait massive. Donc là, on voit la petite bouche là, dont là, on voit le design qui est fait. Et plus on criait, plus on faisait sauter la bouche haut. Voilà. Et puis plus ça permettait d'aller loin dans le jeu. Donc en fait, il y a eu vraiment des choses qui étaient assez drôles, ce type d'opération. Donc voilà, on a des jeux, des clients, des consommateurs de contenu qui jouent. Voilà, proposons-leur ce type d'expérience pour adhérer aux licences et aux marques. Il me reste 1 minute 30 pour boucler. Donc ça, c'est un petit wrap-up du type d'expérience qui peuvent être proposées en termes de gamification. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment tout un tas de moyens, tout un tas de dispositifs qui peuvent être mis en œuvre. Différents niveaux de développement qu'on peut proposer. Donc en fait, le consommateur de jeux vidéo, c'est un consommateur qui est extrêmement impliqué, hein. Qui est extrêmement actif, extrêmement impliqué. Quand il joue, il ne fait que ça, hein. C'est ça l'avantage de la gamification et du jeu vidéo, c'est que quand on est en train de passer du temps sur une expérience de jeu, on n'est pas là à regarder ce qui se passe ailleurs, etc., à droite à gauche. On est vraiment concentré. Donc là, c'est vraiment un lien direct avec le consommateur pour faire passer le message. Donc là, après, voilà, on peut faire différents types de choses. On peut mettre des marques dans du jeu, on peut mettre du jeu dans les marques, dans les expériences de marque. Donc voilà tout ce qu'il est possible de faire. Alors je ne vais pas vous passer toute la vidéo, ça dure 2 minutes. Si vous avez des questions là-dessus, on peut se voir un petit peu plus tard sur le stand de Gameloft. Et je terminerai en vous remerciant de votre attention.
Et si vous avez des questions, je vous propose de nous voir après l'intervention. Merci beaucoup.